haberes del verano. Quelques nouvelles de l'été. ¡Qué alegría, queridos amigos, que Camino Sefarad, emisión de vuestra asociación Vidas Largas, de toparvos de nuevo! Quelle joie, chers amis de Camino Sefarad, émission de notre association Vidas Largas, de vous retrouver après ces quelques mois de vacances. Vamos a empezar dando vos haberes de lo que aconteció aquí en Francia desde nuestra última emisión, que aconteció el 23 de junio. Nous allons commencer par vous donner quelques nouvelles de ce qui s'est passé en France cet été, depuis notre dernière émission du 23 juin. El 2, 3 y 4 julio hubo el segundo Forum Generación Shoah, en el cual participamos en el Memorial de la Shoah de Paris. Les 2, 3 et 4 juillet s'est déroulé le second Forum Génération Shoah auquel nous avons participé au Mémorial de la Shoah. Fue una reushita con la participación de unas 500 personas. Durante estos días, muchas asociaciones judías presentaron sus hechos y sus publicaciones. Ce fut une réussite, avec la participation de 500 personnes, et de multiples associations juives mémorielles ont présenté leurs programmes et leurs publications. Serge Karfeld, Eric de Rothschild, Gage, director del Memorial, y Vey abrieron las festividades y tuvimos conciertos de música el Shabbat. Samedi, Serge Klarsfeld, Eric de Rothschild, M. Goesch, directeur du Mémorial, et M. Vey firent les discours d'ouverture, suivis par un remarquable concert de musique juive. El Ahad, mañana y tarde, tuvimos ateliers sobre temas muy diversos para hacer un labor de memoria con escribanos artistas. Le dimanche matin et après-midi, de nombreux ateliers ont eu lieu sur des thèmes divers relatifs à un travail de mémoire avec des témoins, des écrivains et des artistes. Fue un gran momento de convivialidad y esperamos empezar de nuevo en 2924 para el tercero Forum, si quiere Dios. Ces journées furent un grand moment de convivialité et nous espérons nous retrouver dans 2 ans, en 2024, pour le 3e Forum Génération Shoah, si Dieu le veut. El 6 y 17 de julio tuvimos la conmemoración en la Francia entera de los 80 años del encerramiento del Velódromo d'Hiver en París, cuando 124.000 judíos fueron apañados y deportados. Solo 150 vinieron atrás de los campos de la muerte. Los otros todos, criaturas, mujeres y viejos y mancebos, fueron asesinados. Les 16 et 17 juillet, dans la France entière a eu la commémoration de l'anniversaire de 80 ans de la rafle du Veldiv à Paris. 124 000 juifs y furent arrêtés et déportés. Seuls 150 en sont revenus des camps de la mort. Les autres, enfants, femmes, vieillards et jeunes, furent assassinés.
En verano aquí en Francia fue muy caluroso, con temperaturas altas hasta más de 40 grados en el sur. Y las consecuencias son una gran secura para la tierra, las flores y las plantas, y fuego que quemaron bosques y zonas tostadas. L'été en France a été très chaud, avec des températures élevées, plus de 40 degrés dans le sud, et comme conséquence, une grande sécheresse pour la terre, les fleurs et les plantes, et de grands incendies qui dévastèrent des forêts et des zones complètement brûlées. Después de estos haberes vamos, como nos acostumbramos, antes de hablaros, cada uno en su torno, de lo que apareció para nuestra primera emisión del año 2022 y 2023. Après ces quelques nouvelles d'actualité, nous allons, comme à l'accoutumée, vous parler de ce que chacun de nous a préparé pour cette première émission de l'année 2022-23. Nicole évoquera la grande Joséphine Baker. Dora hablará de los judíos durante el Imperio Osmanli con un texto de Selim Salti. Dora va parler des Juifs sous l'Empire ottoman, d'après un texte de Selim Salti. Nicole va évoquer la vie de la grande Joséphine Baker et nous aurons le plaisir d'écouter une de ses chansons. Je voudrais vous chanter maintenant, j'ai deux amours. J'ai deux amours, mon pays et Paris, avec toujours mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon me nier ce qui m'en c'est Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. J'ai deux amours, mon pays et Paris. La la la. Paris tout entier. Le voir un jour, aïe la 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 la, aïe la 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 la, j'ai deux amours, di, 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 mon pays. Artista antirracista, humanista y activista de derechos humanos, la Venus negra Joséphine Baker, el 30 de noviembre 2021 fue honorada en el Panteón. Después de 46 años de su muerte, la heroína Joséphine Baker, nacida en 1906 y muerta en 1975, el 30 de noviembre alcanzó a la inmortalidad y tomó su lugar reservado en el Panteón. Artiste,
Antiraciste, humaniste et active défenseur des droits humains, la Vénus noire Joséphine Baker a été honorée le 30 novembre 2021. 46 ans après sa mort, l'héroïne Joséphine Baker, 1906-1975, a atteint l'immortalité en prenant place au Panthéon. Amis, entends-tu ces cris sourds du pays qu'on enchaîne? Poètes, partisans, ouvriers, paysans, c'est l'alarme. Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, les camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs à la balle et au couteau, tuez vite. Oh, les saboteurs, attention à tout fardeau, dynamite. Chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté nous écoute. Ella es la primera mujer extranjera y de raza diferente que fue honorada en este templo laico con la asistencia del presidente Emmanuel Macron. Ella rompió muchos moldes para defender los derechos humanos de la mujer y luchar contra el racismo cruel en los Estados Unidos. Elle est la première femme étrangère et de races différentes à être honorée avec la présence du président Macron en ce temple laïque. Elle avait rompu beaucoup de préjugés pour défendre les droits humains de la femme et pour lutter contre le cruel racisme des États-Unis. Joséphine Baker, nacida en Saint Louis, Missouri, fue obligada de dejar sus estudios a los 10 años y contribuyó a la economía de su familia porque el padre se había fuido de casa. Joséphine Baker, née à Saint-Louis dans le Missouri, fut obligée d'abandonner l'école à l'âge de 10 ans pour contribuer à la vie de sa famille, car son père s'était enfui de la maison. En 1917, cuando Joséphine tenía 11 años, vino el masacre de Saint Louis. Los blancos asesinaron a muchos pretos, quemaron sus casas y expulsaron más de 6,000 personas. Su familia quedó en vida. En 1917, quand elle avait 11 ans, elle assista au massacre de Saint-Louis. Les Blancs assassinèrent beaucoup de Noirs, brûlèrent leurs maisons et expulsèrent plus de 6,000 personnes. Sa famille resta en vie. Ella continuó a laborar como empleada en un club y allí conoció a su marido William Howard Baker cuando tenía 15 años. Como había un racismo muy profundo en Saint Louis, Joséphine se quería salvar de esta opresión.
Elle continua à travailler comme employée dans un club où elle rencontra son mari, William Howard Baker, quand elle avait 15 ans. Parce qu'il y avait un très grand racisme à Saint-Louis, Joséphine voulait fuir cette oppression. Abandonó a su marido para pasar a Nueva York. En 1922 se unió a una compañía de baile y un año después ya estaba en el coro de la primera representación de color en Broadway y posteriormente laboró en el show mítico Cotton Club. Elle abandonna son mari pour aller à New York. En 1922, elle entra dans une compagnie de danse et 1 an après, elle était dans le chœur pour la première représentation de personnes de couleur à Broadway et par la suite dans le show mythique Cotton Club. Avec la joie au cœur, laissons ici tous mes ennuis. Je pars vers le bonheur, je pars. Bonsoir tous les amis, voici l'été ensoleillé. Moi je pars vers la vie. Demain, si rien ne m'arrête, je vais me réveiller avec au son de ma tête des airs de Trajan, familier, tra-la-la-la, je pars. Le cœur gonflé de joie, et pour doubler ma chance, je pars, mais je pars avec toi, la-la-la-la. Su experiencia de New York le abrió el camino de París, la ciudad de las luces. En 1925, cuando tenía 19 años, estaba bailando en el teatro musical de los Champs-Élysées, casi desnuda, vestida solo con plumas. Son expérience de New York lui ouvrit la porte de Paris, la cité des Lumières. En 1925, alors qu'elle avait 19 ans, elle dansait au théâtre des Champs-Élysées, un musical, presque nue, vêtue simplement de plumes. En 1930, ella entró a Folies Bergère y hizo un espectáculo con una fusta hecha de 16 bananas. Su exotismo, acompañado de su humor, en poco tiempo la convirtió en una estrella espectacular parisiana. Es ella que vendió famoso el baile de Charleston y el jazz en Francia y en Europa. En 1930, elle entre aux Folies Bergères, vêtue seulement d'un pagne de bananes. Son exotisme ainsi que son humour en firent en peu de temps une étoile parisienne spectaculaire. C'est elle qui rendit fameux le Charleston et le jazz en France et en Europe. En 1925, Joséphine fue la mujer la más fotografiada del mundo y fue el símbolo de la década. En 1934, ella fue la primera mujer preta que pudo obtener el rol principal en un film Zouzou. Su influencia era tan grande en París que las mujeres se metían crema de nuez para oscurecer sus caras y poder parecer a ella. En 1925, Joséphine fut la femme la plus photographiée du monde et fut le symbole de la décade.
En 1934, elle fut la première femme noire qui put obtenir le rôle principal dans un film, Zouzou. Son influence était tant grande à Paris que les femmes se mettaient de la crème de noix sur le visage pour le faire foncer et lui ressembler. En 1937, Joséphine se casó con Jean Lyon, un industriel blanco-judío. Con el tercer marido tomó la nacionalidad francesa, mas poco tiempo después se divorció. En 1937, Joséphine se maria avec Jean Lyon, un industriel blanc juif. Grâce à son troisième mari, elle prit la nationalité française, mais peu de temps après, elle divorça. Cuando la Segunda Guerra Mundial empezó, Joséphine se unió a la resistencia contra la Alemania nazi y hizo espionaje dando información sobre el dictador Mussolini a Charles de Gaulle, que estaba en Londres, empleando tinta invisible entre sus particiones. Quand la Deuxième Guerre mondiale commença, Joséphine entra dans la résistance contre l'Allemagne nazie et donna des informations sur le dictateur Mussolini à Charles de Gaulle, qui était à Londres, en utilisant une encre invisible dans ses partitions. Ser miembro de la resistencia francesa le trujo la Legión de Honor en los años 60. En una de sus declaraciones, ella ha dicho: la Francia me hizo caso, los parisianos me dieron todo y yo estoy dispuesta a darles mi vida. Être membre de la résistance française lui apporta la Légion d'honneur. Dans les années 50-60, en une de ses déclarations, elle dit « C'est la France qui m'a fait ce que je suis. Les Parisiens m'ont tout donné et je suis prête à leur donner ma vie. » En 1948, Joséphine tornó a los Estados Unidos para un espectáculo. Su desilusión fue muy grande, porque la segregación racial estaba continuando y su fama no le sirvió para nada. Ella no pudo reservar en ningún hotel por modo de la color de su piel. Revoltada, tomó a su familia de Saint-Louis y los instaló en su nuevo château de Milandre, en Francia. En 1948, Joséphine retourna aux États-Unis pour un spectacle. Sa désillusion fut grande, car la ségrégation raciale continuait et sa célébrité ne lui servit à rien. Elle ne put avoir aucune réservation d'hôtel à cause de la couleur de sa peau. Révoltée, elle prit sa famille de Saint-Louis et l'installa dans son nouveau château des Milandes en France. Revoilà Paris, ça fait longtemps qu'on ne s'est vu. Me revoilà Paris, dis-moi comment me trouves-tu? Peut-être vieilli, mais il n'est pas dit encore que moi je flanche. Et peut-être, qui sait, je finirai ma vie sur les planches. Rappelle-toi Paris, quand j'ai chanté, j'ai deux amours, j'avais fait le pari que cela durerait toujours. Tu sais, je n'oublie pas que c'est grâce à toi si j'ai vu les vedettes et si j'ai vu mon nom sur les néons de chaque nation. Me revoilà Paris, avec mes musiques et mes danses. Me revoilà Paris, merci encore de cette chance. Le vois, je reviens toujours chercher près de toi le grand amour. Me revoilà Paris, supporte-moi encore une fois. Me revoilà Paris, quand c'est parti,
En agosto 1963, cuando Martin Luther King dio su oración, I Have a Dream, Joséphine Baker, con su uniforme de la Francia Libre, estaba al lado de él. Y en la marcha en Washington, era la sola mujer que habló durante 20 minutos. Le 28 août 1963, quand Martin Luther King fit son discours « J'ai un rêve », Joséphine Baker, en grand uniforme de la France libre, était à côté de lui. Dans la marche sur Washington, elle est la seule femme qui parla durant 20 minutes. El más grande debutto de su vida era la fraternidad universal. Joséphine no tenía familia. Con su cuatren marido, Joe Bouillon, conductor de orquesta, adoptó 12 niños de diferentes razas y colores y los instaló en su château. Los llamó la tribu del arc-en-ciel, arcobaleno, y con este gesto ella contribuyó a la popularización de la adopción internacional. No sirve a nada de adoptar, tenemos de mostrarlo al mundo, que es posible que niños de diferentes razas pueden vivir juntos como hermanos y que la enemistad racial no es natural, es una invención del hombre. Le plus grand but de sa vie était la fraternité universelle. Joséphine n'avait pas d'enfant. Avec son 4e mari, Joe Bouillon, chef d'orchestre, elle adopta 12 enfants de différentes races et différentes couleurs et les installa dans son château. Elle l'appela la tribu arc-en-ciel. Avec ce geste, elle contribua à la popularisation de l'adoption internationale. Il ne sert à rien d'adopter. Nous désirons montrer au monde que c'est possible que des enfants de différentes races peuvent vivre ensemble comme des frères et que l'inimité raciale n'est pas naturelle. C'est une invention des hommes. Siendo una mujer muy rica, a los finales de los años 60 empezaron sus problemas económicos. Femme très riche, ses problèmes économiques commencèrent à la fin des années 60. Nomada la Nefertiti de su tiempo por Picasso y la mujer la más sensacional que alguno haya visto por Ernest Hemingway, la artista activista la Vénus Negra. Nomade, surnommée la Nefertiti de son temps par Picasso et la femme la plus sensationnelle que quelqu'un ait vue selon Ernest Hemingway, la Vénus noire. Joséphine Baker murió en abril 1975 de una hemorragia cerebral. Su château de Milande fue registrado como monumento histórico de la parte del Ministerio de la Cultura francesa. Joséphine Baker mourut en avril 1975 d'une hémorragie cérébrale. Son château de Milande fut enregistré comme monument historique par le ministère de la Culture française. Entender la existencia de Joséphine Baker es tomar su vida como referencia. Con su personalidad y su vida, ella dio una significación a una época y merece nuestra atención por el nivel de influencia que tuvo en la historia. Comprendre la vie de Joséphine Baker, c'est prendre sa vie comme référence. Avec sa personnalité et sa vie, elle donna une signification à une époque. Elle mérite notre attention et notre respect pour l'influence qu'elle a eue dans l'histoire. Souris à la vie, souris à l'amour, sourire, toujours sourire. Malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, toujours sourire. Ce soir, je suis là, près de vous. Les années ont passé, mais il me semble, oui, c'est fou, que l'on ne s'est jamais quitté. Souris à la vie, à
à vous mes amours, sourire, toujours sourire. Et madame, vite, sourire, toujours sourire, voilà. Et vous aussi madame, pas comme ça, sourire, toujours sourire, la la. Sourire tous les jours, sourire, toujours sourire. Voilà. Grandor y descaimiento del giudio ottomano par el docteur Selim Salti. Grandeur et décadence des Juifs ottomans par le docteur Selim Salti. El destino glorioso de los judíos sefaradíes que se establecieron en las tierras otomanas durante los siglos XV y XVI desapareció con tiempo, sobre todo con la caída lenta del poder del régimen autocrático de Estambul en los territorios europeos del este, en los Balcanes y al este del reinado. Un grande descaimiento se ve entre los judíos durante los siglos XVII y XVIII que vivieron en las ciudades portuarias, las más importantes del imperio, tal Estambul, Salónica, Izmir, Alexandria, Tunis y más. Le destin glorieux des Juifs séfarades qui se sont installés dans les terres ottomanes durant les XVe et XVIe siècles, disparut avec le temps, surtout avec la chute lente du régime autocratique d'Istanbul dans les terres européennes de l'Est de l'Empire. Durant les XVIIe et XVIIIe siècles, va commencer une période de décadence des Juifs vivant dans les villes portuaires les plus importantes de l'Empire, comme Istanbul, Salonique, Izmir, Alexandrie et Tunis. Durante los siglos de dominación del mundo cristiano por el imperio musulmano, los judíos que fueron arrancados de la península ibérica y más después que fueron de los pogromes en Europa, vinieron en grande cantidad a vivir en el reinado musulmano, sin ninguna condición, a excepción que debían ser obligados de respetar el Islam y pagar dacios. Así, el imperio se hizo la tierra de asilo de los que tenían fe. Durant les siècles de domination du monde chrétien par l'Empire musulman, les Juifs qui furent expulsés de la péninsule ibérique et qui fuyaient les pogroms en Europe vinrent en grande quantité vivre dans l'Empire ottoman sans aucune condition, à l'exception de respecter l'islam et de payer des taxes. Ainsi, l'Empire s'était fait la terre d'asile de ceux qui avaient la foi. Üsküdar'a giderken alnına bir yağmur, Üsküdar'a giderken alnına bir yağmur, Katibimin setresi uzun eteği çamur, Katibimin setresi uzun eteği çamur, Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur, Katip uykudan uyanmış gözleri mahmur, Katip benim ben katibin eline karışır, Katibime koluna gömlek ne güzel yaraşır.
yanımda buldum. Katibimi ararken yanımda buldum. Katip benim ben katibin eline karışır. Katibime koluna gömlek ne güzel yaraşır. Katip benim ben katibin eline karışır. Katibime koluna gömlek ne güzel yaraşır. Los judíos fueron aceptados como nación y ellos fueron en el empecillo establecidos en mayoría en Estambul, Salónica, Isfad, y en los años 1568 se pretendió que en estas tres ciudades vivían casi 20.000 almas en cada una de ellas. Ellos ayudaron a los otomanos a desarrollar armamento moderno, a establecer industrias de tejido de lana y hacer comercio con las colonias judías del norte de Europa, del borde del Mediterráneo y mismo con las de la India. Les Juifs furent acceptés en tant que nation et s'établirent en majorité à Istanbul, Salonique et Sfad. Dans les années 1578, on a prétendu que chacune de ces villes, dans chacune de ces villes vivaient 20 000 personnes, ce qui représentait un record mondial pour l'époque. Ils aidèrent les Ottomans à développer l'armement moderne, à établir des industries de technique de la laine avec les colonies juives du nord de l'Europe, du bord de la Méditerranée et même avec celles de l'Inde. Los otomanos, después de la conquista de la Anatolia y de Estambul, encontraron judíos que hablaban griego, los cuales vivían en estos lugares desde el tiempo de los romanos. Los sefaradíes, viniendo en grande cantidad, llamaban a estos judíos romaniotes, los cuales apenas eran un puñado en Anatolia y en Grecia. Los romaniotes, que más de 70 años no quisieron asimilarse con los sefaradíes y mismo continuaron a tratarlos de conversos. Les Ottomans, après la conquête de l'Anatolie et d'Istanbul, rencontrèrent des Juifs qui parlaient grec, lesquels vivaient là depuis l'époque des Romains. Les séfarades, venant en grande quantité d'Espagne, ont appelé ces Juifs romaniotes. Et pendant plus de 70 ans, ils n'ont pas voulu s'assimiler avec les séfarades qu'ils traitaient de conversos.
los años 1569, achaques del grande fuego que quemó la mayoría de las moradas de romagniotes en la vieja parte de Estambul, ellos fueron forzados a aceptar la hospitalidad de las organizaciones sefaradíes de la ciudad y así asimilarse con el tiempo y perder sus identidades. Dans les années 1569, à cause du grand incendie qui brûla la majorité des habitations des Romagnotes dans la vieille partie d'Istanbul, ils furent forcés d'accepter l'hospitalité des organisations séfarades de la ville et ainsi s'assimilèrent avec le temps, perdant leur identité. Los sefaradíes se organizaron libremente a crear sinagogas y instituciones laicas como religiosas, cosa que favorizó a los rabinos, los cuales habían traído las costumbres de sus orígenes. Les séfarades créèrent des synagogues, des institutions laïques et religieuses, ce qui favorisa les rabbins qui avaient apporté les coutumes de leurs origines. Las primeras imprimerías judías fueron creadas en Estambul en 1504 y en Salónica en 1513, cosa que ayudó, gracias a las publicaciones, la uniformidad de la grande comunidad. Les premières imprimeries juives à Istanbul et à Salonique datent de 1504. Les publications permirent ainsi l'uniformité de la grande communauté. Los judíos, en buenas con los janiceros, en poco tiempo se hicieron los solos que abastecieron el tejido de lana de la armada. En Salónica, en Estambul y en Sfat, las industrias sefaradíes fueron las más grandes del reinado. El militar o el funcionario turco no tenía mucha confianza en verso los cristianos autóctonos o europeos y daban siempre la preferencia a los judíos, los cuales no tenían ningún atadillo con los pueblos cristianos que eran vistos por ellos como enemigos. La clase dirigente siempre decía, los judíos sefaradíes son nuestros musafires, debemos de tratarlos con amabilidad. Les Juifs, en bons termes avec les janissaires, devinrent en peu de temps les seuls qui pratiquaient la technique de la laine pour l'armée, de leurs vêtements à Salonique, à Istanbul et à Sfad. Les industries séfarades furent les plus grandes et les plus importantes de l'Empire. Les militaires et les Turcs n'avaient pas énormément confiance envers les chrétiens autochtones ou européens et donnaient toujours la préférence aux Juifs qui n'avaient aucun lien avec les peuples chrétiens vus comme des ennemis. La classe dirigeante disait toujours « Les Juifs séfarades sont nos invités, nous devons les traiter avec amabilité ». En Estambul había una judía, lavaba con lejía y los mandía. Vamos Cristo a casa, que me quemo yo en brasas. Si mi mamá sabe esto, mi esposa presto. Alon Guzmán, te hace Raskrishman. Alon Guzmán, te hace Raskrishman. Un español me quiere, un laborante, oficio marotine, de diamante. Caminando me decía que de vino Desde el empiezo del siglo XVII, el imperio, junto con sus judíos, empezó a descaerse y este fenómeno durará a la fin del siglo XIX sobre la presión de los imperios europeos. Les turcos pierden poco a poco sus territorios europeos y además fueron obligados a reconocer derechos de capitulación envers la Francia, la Australia, la Inglaterra y otros países. Au début du XVIIe siècle, l'Empire et ses Juifs commencent à décliner, et ce jusqu'à la fin du XIXe siècle. Avec la pression des empires européens, les Turcs
perdent peu à peu leur territoire européen et surtout sont obligés de reconnaître des droits de capitulation envers la France, l'Autriche, l'Angleterre et autres pays entre-temps. Entre mientos, estos mismos países forman miembros autóctonos de las minoridades griegas y hermanas en sus escuelas y en Europa, cosa que falta a los sefaradíes. Una nueva generación de negociantes cristianos es creada en Turquía, los cuales reemplazan sistemáticamente los judíos. Ces mêmes pays instruisent dans leurs écoles et en Europe grecs et arméniens, chose qui manque aux séfarades. Une nouvelle génération de négociants chrétiens se crée en Turquie et remplace systématiquement les juifs. Si ajustamos a esto dos evenimientos trágicos de las comunidades que las comunidades soportaron con Sabbatai Tzvi y la liquidación en 1826 de los janicieros, se entiende mejor de que una grande pobreza y atrasamiento se desarrolló entre los sefaradíes. Así, los judíos perdieron sus industrias de lana y con la caída de Tzvi, los rabinos se enfortecieron de manera a impedir el adelantamiento de la sociedad séfaradie. Deux événements tragiques que la communauté subit avec l'aventurisme de Sabbatai Tzvi et la liquidation en 1826 des janissaires, on comprend mieux pourquoi une grande pauvreté se développa parmi les séfarades. Ainsi, les Juifs perdirent leurs industries de laine et avec la chute de Tzvi, l'influence des rabbins se renforça et entrava le développement intellectuel de la société séfarade. Malgrado todo, verso la fin del siglo XVIII, la influencia de las nuevas ideas de libertad y de desarrollamiento comunitario fue muy grande y gracias a la ayuda de las instituciones judías europeas, como la Alianza, una importante emancipación empezó. Malgré tout, vers la fin du XVIIIe siècle, l'influence des nouvelles idées de liberté et de développement communautaire est grande dans l'Empire et grâce à l'aide des institutions juives européennes, comme entre autres l'Alliance, une importante émancipation commence. Todas las comunidades empezaron a desarrollarse poco a poco. Ama, al mismo tiempo, las nuevas ideas se ve por la primera vez en tierra musulmana, se ve venir el antisémitisme europeo. Toutes les communautés, de l'Afrique du Nord à la ville de Bagdad et du nord des Balkans jusqu'en Égypte, commencèrent à se développer peu à peu. Mais en même temps, avec les idées neuves, on voit pour la première fois en terre musulmane arriver l'antisémitisme européen. Durante el siglo XIX empieza una nueva generación de judíos escanases y esto pasan solamente en tránsito para irse en otros países como la América y mismo Israël. Durant le XIXe siècle, commençant une nouvelle immigration des Juifs ashkénazes d'Europe de l'Est, de la Russie et des Balkans vers la Turquie. Mais démographiquement parlant, elle n'a eu que très peu d'effet sur les communautés séfarades parce que la plupart d'entre eux passèrent en transit pour aller dans d'autres pays qui les accueillirent, entre autres ceux des Amériques et même les séfarades autochtones prirent le même chemin. Tambor de 7 montes, mira de sus árboles, la historia y sus flores, un cante de sus amores.
Así se escapa nuestra emisión Camino a Sefarad. Estamos muy alegres de pensar que Rosh Hashanah está viniendo en poco tiempo. Rogamos al Creador que nos escriba en los libros de vidas buenas y de sanidad y prosperidad, de alegría y gozo, cumplimiento de vuestros deseos juntos, todos vuestros queridos. Amén. Podéis escuchar de nuevo nuestra emisión en podcast sobre Radio RCJ, de mismo sobre nuestro sitio Vidas Largas Google Sit. Queridos oyentes, si queréis participar en nuestras emisiones, nuestros ateliers, nuestras conferencias, nuestros viajes, venid al EQG 119, calle Lafayette, en París. El martes 3 de septiembre a las 14:30 vos esperamos con mucha alegría. Vos esperamos también numerosos por nuestra próxima emisión. Buena semana que vos da el Dios. Remerciamos Daniel en la cabine. Nous remercions Daniel en la cabine. Chers auditeurs, ainsi se termine notre émission Camino Sefarad. Nous sommes heureux de penser que Rosh Hashanah arrive dans peu de temps. Nous prions le Créateur pour qu'il nous inscrive dans le livre de la vie, de la santé, prospérité, de la joie, et que vous puissiez jouir de l'accomplissement de vos désirs avec tous ceux que vous aimez. Amen. Vous pouvez réécouter notre émission podcast sur Radio RCJ et également sur notre site Vidas Largas Google Site. Chers auditeurs, si vous souhaitez participer à nos émissions, nos ateliers, nos conférences, nos voyages, rendez-vous à l'EQG 119 rue Lafayette, Paris 9e. À l'EQG 119 rue Lafayette, Paris 9e. Demandez à l'accueil Vidas Largas et vous serez dirigé sur notre local. Nous vous y attendons avec un grand plaisir. Nous vous espérons nombreux pour notre prochaine émission. Que le bon Dieu nous accorde de bonnes semaines.